Bonjour à chacun. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui pour parler de la thématique de la robotique chirurgicale avec un panel d'experts. On va essayer d'être le plus pragmatique possible parce que vous êtes probablement plus tous des patients que des utilisateurs de robots. Peut-être aussi vous avez des solutions à intégrer dans les robots chirurgicaux. Et le but de la table ronde va justement être de voir comment est-ce qu'on pourrait potentiellement contribuer à cette robotique chirurgicale et vraiment à la boucle de valeur. Et on va démarrer directement par le médecin, parce que finalement, c'est vous, professeur Desmartines, qui êtes au départ l'utilisateur de ces robots. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que vous vous souvenez la première fois de votre vie où vous avez entendu parler d'un robot? Quand c'était? Qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez trouvé ça génial, horrible? Alors, ce n'est pas la première fois que j'en entendais parler, mais la première fois qu'il y a eu une opération par le robot avec les chirurgiens à New York et le robot à Strasbourg avec le patient, c'était malheureusement quelques jours avant September 11 en 2001. Et donc, c'était le 7 septembre 2001, et puis le 11 septembre, on parlait d'autre chose. Donc, vous aviez des chirurgiens qui étaient à New York et qui, à l'aide de caméras, opéraient un patient qui était à Strasbourg. Alors, avec des chirurgiens et toutes les mesures de sécurité. Donc, c'était dans 2001. Mais la robotique médicale a commencé bien avant ces éléments spectaculaires où on va dans le ventre ou dans le thorax des patients. Il y avait en neurochirurgie, en orthopédie, d'autres types de robots qui facilitaient et qui étaient plus faciles à mettre en œuvre parce qu'ils étaient sur l'extérieur du patient. Donc ça fait 30 ans, 40 ans, 30 ans qu'il y a de la robotique chirurgicale. Et le delta de temps entre la première fois où justement vous avez vu cette chirurgie, je me rappelle aussi très bien de ces images avec l'IRCAD, je crois, Jacques Maresco, quel est le delta entre ça et le premier jour où vous, médecin, vous vous êtes dit, ça y est, c'est à mon tour de piloter l'avion? Alors, la robotique chirurgicale s'est développée lentement. Il y avait un magnifique outil avec un grand nombre d'applications. Ça pouvait tourner de 360 degrés, une plus grande flexibilité, avoir accès dans des endroits qui sont plus difficiles de manière minimale invasive, c'est-à-dire en faisant juste les petits trous dans le ventre sans tout ouvrir et en allant dedans. Et en fait, la maison qui lançait ce robot chirurgical pour le digestif, pour aller dans le ventre, elle cherchait des indications. Donc, ils ont essayé de faire un certain nombre de types d'interventions, le but étant de faire le même type d'intervention qu'on ferait en ouvert, mais en fermé et de manière plus simple que par la laparoscopie, qui est la chirurgie des petits trous. Donc, il a fallu un certain nombre d'années pour que les chirurgiens passent de chirurgie ouverte, où vous ouvrez et vous avez le nez dans le trou, à la chirurgie laparoscopique, où vous mettez des petits trous dans le ventre et vous opérez en regardant l'écran. Donc, vos mains sont comme ça et vos yeux regardent l'écran à un autre endroit. Et l'avantage du robot, c'est que vous êtes de nouveau comme en chirurgie ouverte, le nez et vos instruments sont dans le même axe que votre regard. Donc, il y a un petit peu plus de facilité, plus de confort pour le chirurgien, plus de précision pour les gestes que vous allez effectuer et effectivement plus d'accès dans des parties plus cachées du corps comme le petit bassin ou derrière le foie ou dans des endroits comme ça. Et alors pourquoi ça a pris très longtemps? D'abord, la machine, elle coûte cher. Ensuite, il fallait des chirurgiens qui aient l'expérience de chirurgie complexe, ouverte, puis par laparoscopie, puis passer au robot. Donc ça a pris du temps. Donc le Delta, le dernier hôpital universitaire qui a acheté un robot pour aller dans le ventre des patients, c'est le CHUV. Donc mon hôpital, il y a maintenant 5 ans, 4 ans. 4 ans. Donc ça prend du temps. Et vous, en tant que médecin, vous n'étiez pas un jeune médecin quand c'est arrivé? On vous a laissé quand même l'utiliser sans avoir besoin de faire une formation intensive ou Ah ben il y a 4 ans, j'étais déjà un vieux bonhomme. Donc, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé la robotique chirurgicale depuis plus longtemps au CHUV, par exemple. À Genève, ils l'ont aussi utilisé, mais c'était pour des indications beaucoup plus limitées. Et la chose qui rend maintenant les choses plus intéressantes, c'est qu'on peut l'utiliser pour des opérations de plus en plus complexes. Et on arrive à le démontrer. Et tout ça, si vous voulez, il y a eu une courbe d'apprentissage de l'ensemble de la communauté chirurgicale. Et à un moment donné, quand vous faites des interventions vraiment complexes, où traditionnellement il vous faut quelques dizaines d'années pour les maîtriser
d'un point de vue chirurgical, à ce moment-là, ça vaut la peine, quand on est un vieux chirurgien comme moi, de laisser des plus jeunes, c'est-à-dire des chirurgiens qui ont une quarantaine d'années. Donc, c'est déjà des gens qui ont 15 ans d'expérience chirurgicale, qui ont toute la maîtrise de ces gestes compliqués pour des interventions lourdes. Et c'est à eux à développer ce type de chirurgie. Et c'est aussi une des explications des vieux types comme moi ou ceux qui étaient avant moi qui ont un petit peu bloqué ce développement. Après, en l'occurrence, j'ai jamais utilisé un robot chirurgical, mais j'aurais l'intuition de me dire que si on a déjà opéré, on connaît la résistance des tissus, on sait ce qu'on va avoir comme résultat, on a une idée de la matière. C'est comme si on est ingénieur qu'on n'a jamais usiné. C'est très difficile. Vous ne pensez pas qu'il faut avoir ce sens du toucher pour être un bon manipulateur de robots? Oui, alors de toute façon, de commencer par zéro, de faire directement de la chirurgie robotique à l'intérieur d'un ventre ou d'un thorax, c'est pas une bonne idée. Vous devez avoir déjà une formation chirurgicale de base. C'est comme quand vous pilotez un jumbo jet, hein, vous avez fait toute une période d'apprentissage qui dure généralement 2 ans. Et ici, pour faire ces interventions les plus complexes, il faut compter en tout cas une douzaine d'années avant que vous puissiez les maîtriser de manière indépendante. Puis je vous donne un exemple. Admettons que ça saigne. On fait tout pour que ça ne saigne pas en chirurgie. Et ça saigne, vous mettez le doigt dessus. Et du coup, ça ne saigne plus. Sauf qu'en laparoscopie, vous n'avez pas le doigt. Vous avez des longs instruments. Vous apprenez, vous mettez le long instrument d'une certaine manière dessus et ça ne saigne plus. Avec le robot, vous avez encore une interface supplémentaire, c'est que vous avez votre télémanipulateur qui lui-même va manipuler le bras et vous devez apprendre à avoir ce type de réflexe. Et vous avez combien de doigts avec le robot? Dans un robot, on pourra revenir dessus, mais vous avez combien de chances de trous à boucher possible? Non, ça, alors c'est comme dans l'aviation. Hein. En aviation, on fait tout pour qu'il n'y ait pas d'accident. Donc en chirurgie, on fait aussi tout pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et le meilleur conseil chirurgical qu'on donne aux jeunes chirurgiens, c'est si tu veux opérer vite, opère lentement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu fais les gestes qu'une fois, précisément, et puis l'opération, petit à petit, avance, et finalement, elle va beaucoup plus rapide que quelqu'un qui essaierait d'avoir des gestes saccadés pour pseudo-opérer vite. Pareil avec les hélicoptères, quand ils arrivent de manière pas du tout spectaculaire d'un endroit A à un endroit B, ils sont beaucoup plus rapides que ceux qui ont l'air des acrobates et puis qui font des grands zigzags parce qu'ils perdent du temps. Même chose en chirurgie. Dernière question au niveau vraiment utilisation, avant d'entendre les développeurs de ces robots et de leur reposer des questions. Pour moi, le bénéfice que je vois, le premier, c'est le côté de ne pas avoir besoin de découper des muscles et du coup, finalement, le côté mini-invasif. C'est quoi, pour vous, les vraies ruptures technologiques, les vrais bénéfices patients c'est de se remettre plus vite? C'est quoi exactement? Alors, d'abord, ne pas faire des déchirures de muscles ou d'incisions de muscles, parce qu'on n'essaie de pas trop les déchirer, on les coupe. Vous l'avez déjà avec la chirurgie laparoscopique, donc la chirurgie par les petits trous de la serrure. Et en fait, la robotique vous ajoute un degré de liberté plus grand. Et donc, l'avantage de la robotique, c'est que ça vous permet de faire des gestes plus précis dans des endroits où il y a moins d'espace. Je vous cite quelques exemples. L'ORL. L'ORL, c'est nez, gorge, oreille. Vous avez des tumeurs de la base de la langue et du cou. Dans l'ancien temps, vous deviez ouvrir la moitié du visage des patients. C'était des opérations monstrueuses avec des immenses incisions pour avoir accès directement. Aujourd'hui, avec la chirurgie robotique, vous passez à travers la bouche. Voilà, vous faites juste une petite incision sous la mâchoire qui ne se verra même pas et vous allez pouvoir passer vos instruments. Et comme ils ont une forme de flexibilité, vous allez pouvoir faire l'opération qu'avant vous faisiez à travers quelque chose de très délabrant. Vous allez le faire par dedans. Donc, je ne vous ai pas cité que des choses dans le ventre, mais aussi dans le cou, et notamment au CHUV. Il y a un des spécialistes européens qui fait ce type de chirurgie. Puis avant, vous m'avez demandé combien on peut mettre de trous. Alors là, ça dépend du type de robot que vous utilisez et de l'utilisation que vous voulez en faire. On peut mettre 2, 3 ou 4 trous en fonction de ce qu'il y a besoin de faire. Il y a certains endroits où il faut rétracter directement, mais vous pouvez aussi rétracter en tournant la table et en mettant que la gravité naturelle pousse les organes d'un côté, etc. Donc il y a plein de trucs supplémentaires pour faire que vous pouvez aller. Et puis la dernière chose qui se développe, c'est un robot hybride. C'est-à-dire que vous avez une partie de chirurgie robotique, et là je parle toujours du tissu mou, hein. Vous avez une partie de chirurgie robotique, mais vous avez aussi la possibilité de rajouter et de travailler en laparoscopie et en robotique de manière mixte. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va coûter moins cher, qui sera plus accessible à plus d'hôpitaux. Mais je crois qu'une chose est sûre, et ça va certainement rassurer mes collègues ici,
La robotique, elle est là pour rester. La robotique, elle est là pour se développer. Et ben, au tout début, où on avait les téléphones portables, c'était des grosses valises qui valaient des milliers de francs. Et puis aujourd'hui, pour 200 francs, vous avez un petit appareil portable. Vous pouvez regarder la télévision, vous pouvez tout faire dessus. Donc, il y a une évolution avec une diminution des prix qui va continuer à se faire dans les prochaines années et des améliorations technologiques. Après, dans la table ronde, on a plus d'ingénieurs que de médecins, on va dire ça comme ça. Donc nous, on est plutôt les gens qui vont pousser la technologie pour la technologie. Après, il y a la question de l'acceptation de tout ça par les médecins, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important et qui prend du temps. Sylvain Calignon représente l'IDIAP. Aujourd'hui, tu es capable, je pense, de piloter automatiquement un robot et finalement de te passer du professeur Desmartines totalement, juste ou pas juste? Pas juste. Donc nous, on fait des robots de collaboration. Et puis je vois vraiment le robot comme un outil, puis un outil qui est plus élaboré que certains outils, qui est robotisé, mais où il y a un besoin de collaboration. Et pour nous, le but, c'est vraiment de développer des interfaces qui permettent d'utiliser cet outil d'une manière adéquate, puis aussi d'une manière personnalisée, j'aimerais dire. C'est-à-dire qu'une personne va pouvoir l'utiliser d'une manière différente d'une autre personne, de ne pas forcer la personne à l'utiliser d'une certaine manière, mais de permettre d'avoir une certaine flexibilité sur l'utilisation qu'on veut faire de cet outil. Parce que, professeur Desmartines, vous faites quoi pour de vrai encore? Vous faites tout ou rien? C'est tout automatisé comme le pilote automatique de l'avion qui finalement laisse peu de place? Ou vous faites tout? Il vient de le mentionner. Le robot, c'est un faux nom. Hein. C'est pas un vrai robot, c'est un bras télémanipulateur. Alors, il peut y avoir 4 bras télémanipulateurs. Comme un organisme, vous utilisez les pieds pour passer d'un instrument à l'autre, et puis vos 2 mains pour faire bouger les instruments. Et donc, il y a quelques années, toutes les télévisions et les radios disaient: mon Dieu, le robot a assassiné un patient aux États-Unis. Ben non. C'est pas le robot, c'est le chirurgien qui utilisait mal le robot et qui a fait une erreur technique chirurgicale et le patient en est mort. Mais le robot n'a rien à voir là-dedans. Et donc là, il faut faire très attention. On est encore ce qui s'appelait au début de la robotique, je suis sûr que vous détestez le mot, moi je le déteste, c'est la relation maître-esclave. Et c'est débile parce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment un collaborateur, un bras télémanipulateur qui vous aide à avoir des gestes plus précis et surtout dans des endroits où vous n'avez vraiment pas beaucoup de place. Ça, c'est bien. Avec une vision, si je vous entends, plus agréable que par voie de laparoscopique, où en effet, on se dit que c'est contre-intuitif d'aller regarder au ciel pour voir le patient en bas. Alors oui, et puis on a évidemment toute l'optique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille dans l'optique ici, qui a fait des progrès monstrueux. Et les qualités des images aujourd'hui, le 4K, le 8K, le 3D et tout ça, font qu'on a vraiment des imageries qui sont absolument parfaites. Et on voit beaucoup mieux que même parfois dans certaines chirurgies ouvertes où c'était au fond du trou et on ne voyait pas très bien. Donc cette robotique a vraiment améliorer la sécurité. Vous me demandiez tout à l'heure quels étaient les avantages. C'est difficile de les montrer de manière purement scientifique parce que la médecine est une science inexacte, contrairement au travail que font ces messieurs en ingénierie. Mais vous avez une immense amélioration du confort du chirurgien, de la sûreté et de la qualité pour les patients. Merci beaucoup. Benoît, donc vous travaillez pour Stobli, un des opérateurs qui fournit justement et qui développe des robots. Vous êtes spécialiste dans la robotique médicale. C'est pas le premier nom auquel on pense. Stobli, comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez sur les robots médicaux? Quel est un petit peu l'historique? Donc ça fait assez longtemps. Il y a eu une première expérience dans les années 2000, entre 2000 et 2010 avec Orthomaquet, une boîte aux États-Unis qui voulait faire l'insertion de prothèses de hanches. Et ça a vraiment changé, on va dire, la robotique médicale chez Stobli avec MedTech, une société de Montpellier qui a développé, je crois ils ont commencé dans les années 2010, à développer un robot pour le traitement de certaines pathologies au niveau neurologique. Donc l'opération consiste à venir implanter des électrodes à un endroit précis dans le cerveau. Et leur système était là pour faire de la planification, dire où est-ce qu'ils veulent insérer l'électrode, et derrière guider le chirurgien dans cette opération en ayant un robot qui se positionne pile au bon endroit pour que le chirurgien ait juste à insérer, à percer avec le robot, et du coup qu'il ait une précision qui soit meilleure, qu'il ait une facilité aussi de l'opération qui soit bien plus importante, et que derrière le résultat pour le patient soit, on va dire, garanti, répétable et au bon niveau.
Et quelle est la typicité? On voit plein de robots là qui trient des vis, etc. Vous êtes ingénieur spécialisé médical, ça veut dire que vous devez avoir une typicité dans votre pratique. C'est quoi la différence entre travailler un robot trieur de vis et un robot implanteur d'électrodes? Bah, dans tout ce qui est production, on a la notion de productivité, donc le robot doit aller vite. Dans le médical, on n'a pas ce besoin-là. Il doit être lent, par contre, il doit être précis, il doit être très robuste et il doit être sûr. Donc c'est tous ces éléments sur lesquels on travaille. Et je reviens sur le point précision. Il y a un point qui fait qu'on est dans le médical chez Stobli, c'est la notion de rigidité. Donc ça dépend des applications. Sur la laparoscopie, c'est moins important, mais dès qu'on utilise le robot comme un guide, il faut absolument que dès qu'il y a un effort volontaire ou involontaire du chirurgien, que le robot arrive à maintenir une position pour garder la précision du geste. Donc ça, cette partie de rigidité, de précision, c'est un point qui peut rejoindre aussi des aspects industriels, mais avec des contraintes différentes en termes de sûreté et de vitesse d'exécution. Après, j'imagine que ce que vous développez pour la medtech, vous le partagez avec les collègues de l'horlogerie. Finalement, la medtech pourrait peut-être améliorer d'autres robotiques ou d'autres industries à progresser. Enfin, je ne pense pas que ça soit totalement segmenté, ou peut-être ça l'est. On a un cœur, on va dire, le cœur du robot et qui fait qu'il est capable d'être précis, d'être rigide. Ça, c'est quelque chose qui est dans le cœur de le développement qu'on a fait. Et à la base, on l'a fait pour l'industrie. Et du coup, on peut récupérer ces caractéristiques-là. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec medtech. Ils ont trouvé que notre robot, par rapport à ce qu'ils avaient pu tester, avait ces caractéristiques-là. Et donc, ils ont pris un robot industriel pour l'amener dans le médical. Par contre, après, dans la partie sûreté de fonctionnement, protection, fiabilité, ça, forcément, dans l'industrie, on l'a aussi. Après, sur la notion de protection de risque entre protéger un opérateur qui reste à distance du robot et un patient qui est lui, on ne peut pas être plus au contact du robot et avec des tolérances de mouvement qui sont beaucoup plus faibles, ça c'est vraiment spécifique au médical et c'est là-dessus qu'on travaille le plus en ce moment pour aider le plus possible nos clients à intégrer des robots de manière sûre. Parfait. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est-à-dire, où est-ce que Stobli va s'arrêter? Vous allez faire le bras, le contrôleur, les outils, les porte-outils, le logiciel. Où est-ce que vous arrêtez? C'est quoi votre corps Donc nous, expertise? comme mes collègues à ma droite, on fournit un des éléments d'un dispositif médical. Donc nous, on fournit un robot. Ce robot, on peut le programmer, on donne une interface pour faire n'importe quel programme. Ce robot peut tout faire, ce qu'on lui demande de faire. Et derrière, on donne des interfaces en bout de bras, mécaniques et électriques et pneumatiques éventuellement, pour que le client qui intègre le robot et d'autres éléments qu'on verra à ma droite, il puisse réaliser l'application qu'il veut faire. Donc nous, on est vraiment un composant qui fait rien tout seul. Il faut lui ajouter un outil, il faut lui connecter les outils à des commandes et il faut le programmer pour qu'il s'interface avec un autre dispositif. Donc je prends par exemple les applications où il y a de la navigation. Il y a toute une partie traitement d'image, planification avec une IHM pour que le chirurgien puisse choisir la trajectoire qu'il va vouloir pour l'insertion d'une vis, pour l'insertion d'une aiguille, pour n'importe quoi. Et derrière, il va envoyer ses ordres au robot qui va les exécuter. Et au bout du robot, il va mettre un guide, éventuellement un outil, une scie, etc. Donc voilà, et c'est l'intégration de tout ça qui fait qu'il y a un dispositif médical qui est capable d'apporter un traitement au patient. Et je pense que la question de la totale intégration, vous vous l'êtes posée. Enfin, j'ai l'impression qu'intuitif, peut-être, c'est des robots qui sont totalement intégrés. Je peux me tromper encore une fois. Vous dites non, on va rester là où est-ce qu'on est fort, on va s'arrêter. C'est aussi un peu risqué parfois parce que le CHUV n'a pas forcément envie de se dire je vais acheter un capteur à droite, un porte-outil à gauche, un robot ensuite. Est-ce que vous arrivez à intégrer ça d'une manière ou d'une autre? Aujourd'hui, c'est une stratégie. Il y a effectivement deux approches dans ce domaine-là. Il y a ceux qui font le dispositif médical et qui font tout eux-mêmes. Ils font un bras robot, ils font un haptique, ils font leur logiciel et ils font tout. Et il y a d'autres startups qui disent on ne peut pas tout faire. Faire un robot, c'est compliqué. Avoir des performances comme on a chez Stobli, c'est très compliqué et très long. Donc eux, leur expertise, c'est j'ai une application, je sais comment je vais réaliser cette application. Je vais éventuellement travailler plutôt sur la partie vraiment purement applicative en termes de logiciel. Et derrière, je vais me servir dans des composants robustes, déjà éprouvés, qui vont me permettre de gagner du temps et d'arriver à un résultat avec une bonne performance. Merci beaucoup. Donc du coup, si on a le médecin au départ qui veut faire un geste, on a le bras robotique de Stobli qui va s'arrêter au moignon, on peut dire ça comme ça. Et puis vous, François, vous êtes le génie de l'haptique. Alors nous, on cherche à donc développer l'interface qui va en fait connecter le chirurgien avec le robot. Et on va chercher à développer des mécanismes qui vont
offrir je dirais, toute la dextérité du robot, de permettre au chirurgien de le contrôler, mais de la façon la plus transparente possible. Et c'est une des grandes difficultés, parce que les chirurgiens ont l'habitude de travailler avec leurs mains, ils ont des mouvements qui sont très rapides, et dès qu'on commence à ajouter de la mécanique, on ajoute de l'inertie, et on vient en fait, on va dire, réduire en fait la vitesse de travail. Beaucoup de ces systèmes, en tout cas les premiers, en tout cas Intuitive Surgical ont développé les premiers appareils, c'était des appareils qui étaient, même du point de vue du manipulateur, il manquait de dextérité, les degrés de liberté n'étaient pas optimales. Donc on va travailler sur le robot, et puis ensuite on doit travailler sur l'interface. Et il y a toutes sortes d'artefacts, mais lorsque des fois le robot arrive en butée, il faut savoir refléter ça au chirurgien. Lui, il est confortablement assis, mais il ne va pas comprendre pourquoi est-ce que le robot ne se déplace pas là où je veux aller. Donc on doit essayer d'amener une couche qui est mécanique, qui est logicielle, pour rendre cette expérience la plus transparente possible. Et quand on parle des fois, aujourd'hui on parle d'expérience haptique, on parle de toucher, en fait, toucher l'environnement n'est qu'une toute petite partie du problème. Des fois, on a envie de pouvoir ressentir aussi les limites du robot pour mieux comprendre là où on peut travailler. Et ce qu'on utilise aussi en haptique aujourd'hui, on a des moyens de compenser pour l'inertie de l'appareil. On va essayer de regarder là où le chirurgien veut aller et on va aider l'appareil à y aller. Un petit peu comme aujourd'hui, on conduit en voiture, on a une direction assistée et on cherche vraiment à alléger l'expérience le plus possible. Professeur Desmartines, vous qui avez utilisé, qu'est-ce que vous pensez? C'est facile à utiliser ou vous étiez aussi un peu stressé au départ de ne pas avoir la dextérité du praticien? C'est comme quand vous changez de modèle d'avion pour un pilote, vous devez vous entraîner aux nouvelles stratégies. Les Airbus, ils ont des joysticks, les Boeing, ils ont encore les vieux manches à balai. Donc la chirurgie, c'est exactement la même chose. Quand vous avez une nouvelle interface avec votre patient, vous devez vous habituer à cette interface et en fait, on retrouve la notion d'entraînement. Alors pour ceux qui ne comprennent pas haptique, si vous voulez, c'est la force de résistance qu'un tissu vous prend. Si je vous prends là, par la chemise et puis que je tire, je vais sentir une forme de résistance, juste avant que vous me donniez une gifle, bien sûr. Mais je vais sentir une forme de résistance. Il y aura une deuxième résistance. Mais au fond, si je ne sens pas cette résistance, je la vois. Et c'est exactement ce qui se passe avec certains de ces robots. C'est que vous allez voir que quand vous tirez sur un objet mou, et non pas les objets durs décrits par la maison Stoebli, à ce moment-là, vous allez observer qu'il y a une déformation de l'objet qui se forme et vous allez être justement dans cette haptique visuelle et non plus tactile. Alors qu'avec le système que vous avez décrit ici, on a besoin de la rigidité, c'est-à-dire la rigidité dans la colonne vertébrale, dans les os ou dans la boîte crânienne. Et c'est cette rigidité qui permet cette grande précision et l'automatisation. Quand vous travaillez dans un abdomen où tout est mou, vous n'avez plus cette rigidité. La précision, en suivant ce que vous faites, elle est tout aussi importante que si vous allez dans le cerveau, sauf qu'elle est plus difficile à obtenir. Pourquoi? Parce que le patient respire, donc le ventre bouge, le thorax bouge aussi, le cœur bat, si on va dans ces organes-là. Et donc, vous devez adapter ces mouvements et vous devez avoir une bonne précision de la vision. Et c'est pour ça que pour compenser ce qu'on a quand on fait de la robotique sur le dur, donc les os, la boîte crânienne, etc., on a besoin d'une très très bonne vision pour la chirurgie dite laparoscopique ou robotique dans le ventre ou dans le thorax. Donc c'est ça qui compense, c'est la vision qui compense le tactile. Donc de l'haptique visuelle en fait. Exactement, c'est comme ça qu'on l'appelle. On touche par les yeux. Voilà, on touche par les yeux. Oui, c'est mieux aujourd'hui. Du coup, François, qu'est-ce qu'on peut... Enfin, je pense qu'il y a des milliards de choses que vous pouvez faire. Vous m'avez aussi dit que vous étiez aussi passé par les États-Unis. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez vues. Vous m'avez parlé de robots sous-marins, etc. Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, le professeur Desmartines, il peut sentir la chaleur? Est-ce qu'il peut avoir des retours de force? Des vibrations? On en est où? Alors, il y a beaucoup de choses incroyables qui ont été développées dans des domaines spatial, aquatiques. On en a vu ce matin. La grande difficulté avec le médical, c'est que vous devez développer des capteurs que vous, non seulement allez devoir mettre par exemple au bout des instruments, si vous voulez amener ces capacités de sentir des vibrations, mesurer des forces, ça vous rend un système encore plus complexe. Vous devez stériliser ces équipements et vous devez vous assurer que vous n'allez pas avoir de micro-coupures, par exemple, sur de câbles très fins. Donc, vous êtes toujours à la limite des matériaux. Et pour un chirurgien, suivant ce que vous allez réaliser, eux,
alors, quand vous avez une vision, pour reprendre les caméras, une vision des fois stéréoscopique, si vous avez ça, vous allez plutôt vouloir avoir une dextérité incroyable au niveau des outils. Mais pour ça, ça vous demande d'être avec des matériaux où vous poussez les limites. Et si vous rajoutez des capteurs là-dessus, eh bien, ça devient non seulement incroyablement coûteux, mais vous n'amenez pas forcément beaucoup d'avantages. Par contre, la robotique médicale a avancé, je dirais, à petits pas. Ça prend énormément de temps de développer un robot médical. Il y en a beaucoup sur le marché aujourd'hui qui développent des nouvelles technologies. Le Da Vinci, c'était... Enfin, quand j'ai discuté avec ceux qui l'avaient créé, ils ont parti de robots. C'était un projet académique de l'Institut de recherche de Stanford qui n'était vraiment pas parti pour des applications conçues aujourd'hui. Et de fil en aiguille, ils sont arrivés à cette application-là. Un grand problème, c'était, même si vous développez toute cette électronique, vous devez encore le valider. Et le FDA, qui est l'organisme aux États-Unis qui vous approuve ces systèmes, quand ils ont vu un robot la première fois, ils ne savaient même pas comment le regarder. Comment est-ce que je valide ça? Ils avaient des experts en chimie pour les médicaments, mais un robot, comment est-ce qu'on valide un robot? Et dans le cas d'Intuitive Surgical, ils ont décidé, ils vont tout faire eux-mêmes. Ils ont été à ça de la faillite. C'est un miracle qu'ils ont réussi à arriver aujourd'hui où ils sont. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de nouvelles entreprises qui développent de nouvelles technologies, on se rend compte que voilà, pour développer un robot médical, il va vous falloir 400-500 millions. C'est le montant minimum pour juste commencer à avoir quelque chose. Vous ne l'avez même pas encore sorti sur le marché. Donc ça, c'est juste votre ticket d'entrée pour avoir un projet de recherche. Donc maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, vous vous rendez compte, bon, vous avez ce montant, ça peut paraître beaucoup, mais vous allez le passer juste à fabriquer l'outillage. Et puis, il ne vous restera pas grand-chose pour tout le reste. Donc, le FDA ayant compris où va la robotique chirurgicale aujourd'hui, eh bien maintenant, on se dit bien, est-ce que finalement, ces interfaces haptiques, on ne peut pas prendre des projets existants? Est-ce que des robots, on ne peut pas aller chez Stubli et utiliser des plateformes de base? En essayant ainsi de réduire les coûts et puis, je dirais dans le long terme, de prendre ces technologies qu'on voit dans d'autres applications et de les porter sur les robots. Mais ça, du coup, c'est dans votre intérêt en tant que... Parce que vous apportez finalement une solution qu'Intuitive pourrait aussi développer. Il pourrait prendre 100 millions de plus pour faire de l'aptique. Alors, comme ils ont un outil qui est déjà incroyable, ils ont plutôt cherché à fabriquer les outils, à réduire les coûts sur les outils. Donc, en ayant vu les générations de robots et en ayant vu ce qu'ils ont implémenté dessus, on cherche à réduire les coûts, à aussi augmenter la durée de vie des appareils. Les premiers avaient toutes sortes de problèmes de câblage. Enfin, on s'en rend pas compte avant d'aller mettre les mains là-dedans, mais on cherche à surtout avoir le modèle le plus stable possible. Je dirais que maintenant, le haptique sur un Da Vinci, ça va être un petit peu si vous passez de la télévision noir et blanc à la couleur. Un film, vous allez le voir en noir et blanc. Eux, ils voient la couleur parce qu'ils ont la vision, mais j'essaie de vraiment parler du sens du toucher. Et après, bon, chaque chirurgien vous donnera... Vous n'aviez pas l'air d'accord, professeur Demartine? Non, parce que beaucoup de chirurgiens, au début de l'utilisation de la robotique, je parle toujours du mou, là, se sont posé la question de l'utilité. On n'a pas d'aptique, c'est très dangereux. Ben évidemment, si vous faites le robot, il peut passer à travers tout déchirer. C'est d'ailleurs comme ça qu'il y a eu des accidents aux États-Unis. Mais au fond, on s'est aperçu très rapidement que même sans réfléchir, on avait cette vision haptique. Et en fait, on la voit à la résistance du tissu. On la voit plus qu'on ne la sent. Et au fond, il y a une forme d'intégration qui se fait automatiquement avec l'expérience. Et vous n'y pensez plus. Vous avez l'impression d'avoir un feedback, alors qu'en fait, il est uniquement visuel. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, avec la qualité des robots chirurgicaux viscéraux qu'on a, c'est-à-dire dans le ventre, le haptic feedback nous amènerait pas grand-chose. Pour les utilisations qu'on a aujourd'hui, actuellement, pour les types de chirurgie qu'on fait, là. Parce que dans d'autres domaines, parce que la laparoscopie, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres parties. Si vous allez en neurochirurgie, vous allez à l'intérieur du cœur, vous allez dans d'autres parties du corps, vous ne pouvez pas toujours vous permettre d'amener une caméra stéréoscopique qui a aussi un footprint qui n'est pas négligeable, où vous devez pouvoir, vous devez avoir un espace pour la caméra, vous allez vouloir la positionner. Et ça a aussi un coût. Donc, si on veut miniaturiser, il y a un moment donné, on va payer un prix sur l'optique.
Sylvain Calinon, du coup, vous travaillez pour l'IDIAP, vous faites plutôt tout ce qui est la partie logicielle, et vous m'expliquiez que, enfin, moi, de manière très simple, intuitive, je me disais, un robot, on le positionne X, Y, Z, comme une CNC de manière très simple, et vous me disiez qu'en fait, maintenant, vous développez des interfaces de contrôle justement basées sur l'optique, sur les résistances. Oui, donc pour nous, on voit le robot comme une machine qui doit utiliser les informations sensorielles pour pouvoir se déplacer. Et ces informations sensorielles, ça peut venir de la vision, ça peut venir de capteurs de force, ça peut venir de capteurs haptiques. Et puis nous, on est intéressé dans notre groupe de recherche à regarder ce qu'on peut faire avec des robots dont on ne va pas seulement contrôler la position, mais on va aussi contrôler le degré de flexibilité ou de rigidité qu'on aimerait avoir. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des robots qui soient parfois souples, parfois rigides, puis selon ce qu'on a besoin de faire, de pouvoir régler ce paramètre également, et puis de le faire automatiquement à partir de logiciels. C'est-à-dire qu'on a derrière des logiciels qui permettent non seulement de générer un mouvement, mais aussi de générer un profil de rigidité pour pouvoir permettre d'aider le chirurgien ou les autres personnes dans d'autres applications robotiques. De manière plus précise, si par exemple on arrive proche d'une tumeur et on doit faire une résection, par exemple, on va avoir un geste on va avoir un découplement supérieur, ou comment ça va se passer concrètement? J'ai du mal à voir justement parce que c'est pas des robots automatiques. Voilà, donc c'est soit quelque chose qui est réglé par le chirurgien, ou alors c'est quelque chose qui a été pré-entraîné, dans le sens où on utilise dans notre domaine de recherche des démonstrations qui nous permettent en fait de comprendre progressivement quelle pression il faut appliquer, à quel endroit, quelle marge de manœuvre on a aussi, quelles variations sont possibles. Ça peut être à la fois des variations dans le mouvement, mais aussi des variations dans le contact. Et on va utiliser ces informations pour avoir un robot qui progressivement peut ajouter une certaine assistance ou donner des signaux d'attention si on est en train de dépasser des marges qu'on a couramment récoltées comme démonstration. Oui, professeur Desmarty. Je pense que c'est un point capital que vous relevez et on en a besoin quand on va dans des endroits à accès difficile où il faut une forme de flexibilité pour atteindre l'endroit où on veut aller. Puis après, si vous voulez, comme vous l'avez dit, resséquer la tumeur, ben vous avez besoin d'avoir une forme de résistance et d'être suffisamment dur. Parce que si je m'appuie un peu sur le fauteuil et puis que le fauteuil plie et s'en va, ben je peux rien faire. Donc pour aller, il faut que ce soit souple et une fois que vous y êtes, il faut qu'il y ait une forme de rigidité. Et c'est ce qui a freiné un type de chirurgie qui s'appelait le NOTES, qui était la chirurgie à travers les orifices naturels. C'est-à-dire que vous passiez soit par en bas, soit par la bouche, avec un tube qui doit être par définition flexible, puis vous allez vous perforez la paroi de l'estomac, et puis après vous allez resséquer votre tumeur à l'intérieur du ventre, et là vous avez besoin de dureté. Vous n'avez aucune prise, donc vous avez besoin d'avoir une forme de dureté. Donc c'est ce paradoxe qu'il a très bien décrit entre la flexibilité nécessaire pour atteindre un endroit difficile et la dureté nécessaire pour enlever la chose qu'on aimerait enlever à cet endroit-là. Et c'est ça qui est compliqué. Vous vouliez ajouter quelque chose, François, là-dessus? Du coup, Olivier, vous travaillez pour Maxon, pour l'innovation chez Maxon. Je pense que justement, cette souplesse et cette rigidité, elle se joue au niveau des joints, au niveau des articulations. Et c'est quoi le rôle des moteurs? Moi, de manière extrêmement béotienne, je me dirais un moteur, c'est un moteur. Mais pour avoir discuté avec pas mal de personnes, on m'a expliqué qu'il y avait des subtilités énormes dans le moteur. Oui, c'est ça. Donc, je pense que pratiquement tout a déjà été dit. Donc, on demande de la flexibilité, de la dynamique. Le moteur, en fait, c'est lui qui transmet le mouvement et il doit le faire de la manière la plus transparente possible. C'est-à-dire qu'on ne doit pas sentir son inertie. S'il y a des réducteurs, des engrenages, ils doivent être avoir la plus grande efficience pour qu'on les sente le moins possible. Parce que mécaniquement, chaque système lourd avec beaucoup d'inertie, avec des frottements, va rendre plus difficile le contrôle du robot. Donc notre tâche, c'est d'être là, de transmettre l'énergie l'énergie mécanique de la manière la plus fiable, dynamique et précise possible. Il y a des choses qui sont très spécifiques, de se dire on voudrait avoir des degrés de précision qui seraient
supérieur à d'autres moteurs? C'est quoi les spécificités d'un robot qu'un Stobli, et puis Monsieur Gued, on vous laissera commenter dessus, mais c'est quoi la spécificité des moteurs pour ces applications-là? Voilà, donc le moteur, lui, il transmet un mouvement, une force. Donc il faut savoir où il est pour la précision. Donc, on a besoin de capteurs, de position, de force, de couple qu'on rajoute au système avec le moteur. Mais des fois, il y a des contradictions parce que justement, on est dans une foire microtechnique. Mais dans le médical, on n'a pas besoin d'une précision diabolique. Le corps humain, et comme on a dit, il est assez mou. Donc il faut surtout qu'il soit réactif et qu'il réponde aux instructions du chirurgien. Mais il n'a pas besoin d'être au micron près. Vous, du coup, Benoît, au niveau justement de la motorisation et puis des autres parties, finalement, vous avez des tiges et des joints dans votre robot? Du coup, comme c'est un robot, donc ça bouge, donc il y a des moteurs. Après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a le moteur lui-même, mais il y a après tout ce qui est mesure de position précise du moteur pour arriver à le mettre à l'endroit qu'on veut. Donc ça, après, c'est tout aussi la partie qu'on appelle asservissement. Donc je donne une consigne au moteur et je fais en sorte qu'il atteigne cette consigne le plus rapidement possible et le plus précisément possible. Et après, il y a un gros volet, surtout quand on a des gros robots qui doivent être très rigides, c'est la partie purement mécanique. C'est comment je convertis le mouvement du moteur en un mouvement en sortie d'axe. Donc on a des moteurs, nous, qui tournent peut-être à 6000 tours minute. Un robot, l'axe, il tourne beaucoup moins vite. Donc on a beaucoup de mécanique aussi et qui, elle, doit conserver une certaine précision et surtout avoir une rigidité. Donc après, ça dépend vraiment aussi des applications. Là, je pense que ce que décrivait mon confrère, c'est la partie haptique, où là, on a vraiment un besoin de transparence et de ne pas voir les moteurs. Après, sur une partie robotique, si on veut atteindre certains niveaux de rigidité, on n'a pas le choix que d'avoir de la mécanique, donc de l'inertie. Et voilà, donc c'est un petit peu différent aussi en termes d'application. Et après, sur la précision, je voudrais juste rebondir. Ça dépend là aussi vraiment des applications. Le corps humain est effectivement flexible. Mais quand on a une application où il y a de l'imprécision, de l'imageur, du traitement d'image, de la navigation, après de l'action, pour arriver à, par exemple, à taper une tumeur avec une aiguille pour la brûler à 1 millimètre de précision, cette précision elle est découpée dans toutes les parties du système et du coup, à la fin, le robot, on va lui demander d'être précis à 0,2 mm, par exemple. Parfait. Olivier, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais ajouter, le robot, on peut le comparer à un bras humain. Donc, ce dont il parlait précédemment, on parlait surtout de l'épaule, du bras, du poignet. Et nous, on agit plutôt au niveau des doigts, du mouvement de précision, des petits mouvements précis et rapides, des micromoteurs. Et aussi sur la partie haptique, qui est aussi au niveau des mains du praticien, pour qu'il ressente ce retour haptique. Professeur Desmartines, vous voulez... Le chirurgien a besoin, dans un moteur, qu'il ait une forme de puissance aussi, suivant où on veut aller, si on veut par exemple percer la boîte crânienne ou si on veut enlever une tumeur. La deuxième chose, il a besoin d'être rapide et de démarrer quand on veut qu'il démarre, mais après, on aimerait qu'il soit à vitesse constante, sans à-coups. C'est ça qui est le plus important pour la précision du geste et pour l'évaluation d'aller de ici à là. Ça ne va pas s'il fait comme ça, parce que c'est extrêmement dangereux. Donc pour les ingénieurs, c'est un gros challenge de mettre tout ça. Et puis idéalement, nous, on ne devrait même pas plus s'apercevoir qu'il y a un moteur. C'est pour ça que je parle de transparence. Vous ne devez plus le sentir. Sylvain, du coup, si on prend la chaîne du moteur, on a d'abord le bras robotisé qui s'arrête au moignon. On a la pince haptique qui vient être développée, on a le moteur qui fait tout ça. Puis à un moment, il faut un logiciel qui plus est, qui soit compréhensible par un non-ingénieur qui ne va pas aller faire du code pour aller programmer son robot. Comment est-ce que vous arrivez à vous interfacer avec les robots? Quelles sont les pistes de recherche? Le gros défi, c'est justement d'avoir plusieurs capteurs qui puissent travailler ensemble, c'est-à-dire de pouvoir comprendre des données à partir de plusieurs capteurs qui peuvent être des modalités différentes, donc comme on a discuté. Ensuite, on doit avoir un moteur qu'on va pouvoir utiliser à une certaine fréquence, parce que si on veut utiliser ces capteurs pour faire quelque chose avec le moteur, il faut avoir une boucle qui soit la plus rapide possible. Ensuite, il faut aussi une interface pour après pouvoir guider le robot pour les parties dont on doit guider. Et puis après, une certaine forme d'automatisation, parce que quand on a une collaboration, ça veut dire que le robot va faire une partie de la tâche, la personne va faire une autre partie de la tâche, les deux doivent communiquer entre elles.
Donc là, ça va se faire à partir de cette interface. Et l'idée des logiciels derrière qui sont reliés à l'intelligence artificielle et au machine learning ou à l'automatisation, c'est de pouvoir prendre ces différentes sources d'informations, pouvoir comprendre ce que la personne est en train de faire à partir de l'interface haptique, par exemple, et puis de combiner ces informations pour contrôler le robot d'une manière intelligente, disons. C'est-à-dire, nous, on parle d'intelligence quand on a un robot qui sait exploiter les variations d'une bonne manière, qui sait exploiter le matériel aussi d'une bonne manière, et qui va trouver un bon compromis finalement entre tous ces signaux qu'il a pu connecter. Et est-ce qu'on a une granulométrie de se dire, par exemple, peut-être que le professeur Desmartines va vouloir utiliser son robot de manière semi-automatique, plus automatique? Est-ce que l'utilisateur final peut choisir là-dessus? Alors, je peux donner un exemple, c'est peut-être le plus simple. Quand on fait la chirurgie de la vésicule biliaire, on enlève la vésicule qui est ici sous le foie, la limite entre tout va bien et tout va mal, elle est assez étroite. Et en fait, on a un triangle de sécurité où on sait qu'on peut couper les tuyaux qui sortent de la vésicule et qui vont dans l'intestin sans danger, mais on sait que si on est quelques centimètres à droite, enfin plus haut, eh ben, on va rendre le patient extrêmement malade, avec même un risque de finir 20 ans plus tard par une transplantation du foie. Donc en partant d'une toute petite opération relativement simple, on peut engendrer des complications cataclysmiques. Alors ça a l'air simple parce que l'anatomie elle est connue, on a le tuyau qui descend qu'on peut couper, il y a le tuyau qui monte qu'on ne peut pas couper, et puis on a la partie supérieure. Donc ça forme un triangle. Oui, sauf qu'il y a des inflammations, il y a du gras, comme vous venez de le mentionner, il y a des variations anatomiques. Donc comment l'intelligence artificielle peut nous aider? Eh bien, c'est très simple. L'intelligence artificielle, sur plusieurs centaines d'opérations, va analyser les rapports anatomiques cachés parce qu'il y a du gras, parce qu'il y a de l'inflammation, etc. Et puis, dans un premier temps, avant d'automatiser purement, va simplement faire un warning. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre instrument qui coupe et puis que vous allez trop près du tuyau qu'il ne faudrait pas couper, ça va faire bip, 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 vous êtes trop à droite, comme dans les avions quand ils volent trop bas. Vous allez avoir ça. Donc ça fonctionne. L'IRCAD à Strasbourg, que vous avez mentionné, a développé ce travail avec la robotique et l'intelligence artificielle pour reconnaître ce triangle dit de sécurité qui permet d'enlever une vésicule biliaire en ambulatoire, en rendant le malade indépendant très vite et sans avoir de complications. Donc ça, c'est une des premières étapes. Puis après, on va pouvoir aller de plus en plus loin. Mais comme vous l'avez vous-même mentionné tout à l'heure, le ventre est mou. Donc tout ce qu'on a dans le ventre, c'est mou, ça bouge. Le fait de respirer bouge aussi. Le fait de bouger un foie, par exemple, pour avoir accès derrière, pour enlever une tumeur, modifie l'anatomie du foie. Et tout ça, c'est des challenges pour les ingénieurs de pouvoir suivre ceci et puis de l'automatiser. Mais ça va venir, ça va prendre encore du temps. C'est difficile de dire combien de temps, mais ça va venir. Mais au niveau interface, c'est facile à utiliser. Je suis impressionnée qu'on puisse mettre 4 ingénieurs autour de la table et qu'on ait un truc facilement utilisable. Non, mais parfois, on doit programmer des robots. On a l'impression qu'on envoie une navette sur Mars. Alors, il y a certains meubles Ikea ou certains instruments que vous achetez chez Galaxus qui sont plus compliqués à mettre en marche qu'un robot, hein. Non, c'est vrai qu'il y a tout un apprentissage. Il faut, comme vous avez tous vu les images des cockpits avec tous les écrans, les cadrans, le pilote, il a besoin de 2 ans pour apprendre ce qui sert à quoi, qu'est-ce qu'il faut faire et passer par des checklists. En chirurgie, on a aussi des checklists. Et puis, il faut aussi apprendre à quoi servent les différents instruments, sur quelle pédale il faut appuyer pour passer de l'instrument 1 à l'instrument 2, etc. Donc, il y a une phase d'apprentissage et d'entraînement. Mais ces robots ils l'ont appelé intuitive parce qu'ils trouvaient qu'il était intuitif à travailler. Moi, j'en ai utilisé 2 différents. Celui d'intuitive où vous avez vos 3 doigts au lieu d'opérer avec une main complète. Vous avez 3 doigts qui sont pris dans un petit appareil et puis vous tournez. Puis j'en ai utilisé un autre qui malheureusement n'est pas encore développé. Je peux pas dire de quelle boîte, mais c'était comme une espèce de petite poire que vous avez dans la main et c'est beaucoup plus facile à mobiliser parce que vous tournez votre poire. Vous n'avez pas les doigts qui sont coincés. Donc déjà là, c'est mieux. Vous pouvez travailler comme ça, vous appuyez dessus, ça ouvre, vous relâchez, ça ferme. Donc là, c'est très intuitif. Et au fond, une fois que vous avez passé la phase d'apprentissage, c'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas, et puis vous pouvez continuer à en faire. François, c'est vous qui êtes justement une des parties des raisons de cette utilisabilité relativement aisée?
Alors, je vois de quoi il parle de petites poires. Pas directement, on est sur d'autres formes. Mais ce qui est très intéressant, c'est en fait, fabriquer un robot, c'est une chose, mais aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à l'affiner. Par exemple, on travaille ce qu'on appelle le workflow. Entre mettre un système en marche, comment est-ce qu'on va se passer les instruments, tout ça doit se passer, ça devient de la haute précision. On regarde avec la taille de la salle, est-ce qu'on a assez de place pour pas s'encoubler. On va optimiser le packaging des instruments. Donc, toutes ces choses-là ne concernent même pas le robot, mais si vous n'avez pas ça, vous avez quelque chose qui peut être assez encombrant à utiliser par rapport à quelque chose que vous déployez très rapidement. Et il y a énormément de choses là autour. Beaucoup d'ingénieurs travaillent sur ces problématiques-là. On devient de plus en plus spécialisé là autour. Et c'est une partie très importante également. Mais il y a un point très important dans ce que vous dites. Si on dit que cette table, c'est un ventre, eh ben, là-bas en bas, par exemple, vous avez le rectum, ici en haut, vous avez le foie. Vous n'allez pas placer le robot autour, la même chose. Et ça, vous devez le savoir. Est-ce qu'on va le placer plutôt comme ça, plutôt comme ça, plutôt comme ça? Toutes ces choses-là, ça fait partie de l'expérience. Et les ingénieurs nous aident pour que ce soit plus facile à mettre en place avant de débuter l'intervention chirurgicale. Parce que les chirurgiens sont des gens impatients. La médecine, ça coûte très cher, donc on ne veut pas avoir de temps mort, et donc on veut que l'installation d'un robot autour d'un patient avant qu'on puisse commencer l'opération se fasse vite. Et c'est pour ça que tout ce que vous venez de dire est très important. On a besoin d'avoir tous ces éléments, on a besoin de tout ce travail que vous faites vous pour que nos équipes puissent installer le robot rapidement et qu'on puisse vite commencer l'opération. Et vous, par exemple, Françoise, Sylvain, je pense peut-être aussi vous, Benoît, vous avez pu assister à de nombreuses chirurgies pour pouvoir vraiment aussi être proche des utilisateurs, interagir avec des médecins. Comment ça s'est passé? Oui, on le fait. C'est presque des fois un cauchemar parce qu'on va travailler avec des chirurgiens très différents. Et vous allez avoir, avec chaque chirurgien, il va venir avec une vision qui sont différentes. Donc, vous pouvez partir sur une direction, puis vous rencontrer un autre chirurgien, et lui, tout à coup, il va voir une autre problématique. Et vous allez avoir un nuage de points, et il va falloir vraiment analyser tout ça. Et il y a des compromis à faire, il y a des moments où on va peut-être fâcher le chirurgien, mais on va le faire parce que d'un point de vue de la vision, d'un point de vue technologie, on va dans la meilleure direction. Et puis aussi au niveau, par exemple, même des poignets, les poignets que vous allez développer vont pas fonctionner sur toutes les mains. Donc, en fonction de la taille de votre main, de votre dextérité, certains vont aimer ou pas, d'où ces nouveaux développements où on cherche à développer des interfaces plus universelles qui satisfassent tout le monde. Ben, le problème est historique. L'individualisme des chirurgiens, moi je me suis battu toute ma carrière, qui arrive au bout maintenant, contre cet individualisme, pour le travail multidisciplinaire et pour une forme de standardisation. J'ai toujours dit que les chirurgiens qui disaient « Ah, mais moi, je peux opérer que si j'ai le ciseau, machin, bidule », c'est des pauvres. Parce que moi, je m'en fiche, qu'est-ce qu'on me donne comme instrument. Du moment que c'est un bon instrument et qui marche bien, ben, je vais l'utiliser. Et c'est ça que j'ai essayé d'implémenter dans l'école de chirurgie qu'on a développée à Lausanne, qui a certes une marge d'indépendance, mais il y a une ligne où on doit respecter un certain nombre de principes. Et j'aime bien prendre le parallèle, toujours, vous l'avez remarqué avec l'aviation. Là aussi, vous n'avez pas le pilote qui aime mieux faire comme ci, qui aime mieux faire comme ça. Il y a des standards. Et ben, en chirurgie, c'est la même chose. On doit respecter ces standards. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de chirurgiens qui sont particulièrement orientés vers l'enseignement et le développement de nouveaux instruments. Et c'est ces chirurgiens-là qui doivent aller travailler avec les ingénieurs, qui doivent les accueillir dans la salle d'opération, leur montrer les variations, mais qu'on fasse une ligne. Alors, ça ne veut pas dire que la ligne, elle est comme ça, mais entre là et là, il y a une marge de manœuvre. Mais ça s'appelle une école de chirurgie. Et ça devrait être comme ça. Comme il y a des écoles d'aviation, il doit y avoir des écoles de chirurgie. De toute façon, le problème que vous rencontrez, ça va être au début avec des gens qui ont déjà une habitude. Quand ces personnes ne vont plus avoir cette habitude, parce que ça va être des gens qui vont être formés via les centres de chirurgie ou le centre DHUG aussi, ça va être plus facile, je pense. Mais c'est un gros problème de se remettre en question pour un certain nombre de gens avec un ego bien dimensionné, ou surdimensionné, devrais-je dire. Et je pense que c'est important d'avoir la fraîcheur d'esprit pour rester ouvert et puis pour se développer aux nouvelles choses. Il y a quelques années, on a introduit au CHUV les téléphones mobiles et il y avait un chirurgien d'un certain âge. Je dis, j'y comprends rien. Je lui ai dit, demande à ton neveu de 6 ans, il va t'expliquer comment ça marche. Ben, c'est exactement ça. Il faut garder cette fraîcheur et puis il faut se dire, oui, bon, ben voilà,
ok, là je suis un peu trop scléreux pour faire ça, ben, je vais demander à un plus jeune, tu vas t'en occuper toi. Et le travail des chirurgiens avec l'expérience, pour éviter justement tout ce que vous dites, c'est dire, bon, ben, ce truc-là, moi j'ai mes expériences de 20 ans où je faisais toujours comme ça, maintenant avec la machine on doit faire différemment, ok, maintenant c'est lui, et mon job c'est de le soutenir, et de le pousser, et de l'aider, qu'il fasse ça mieux que moi je le faisais dans l'ancien temps. Ça c'est au fond la philosophie qu'il faudrait avoir. Et il n'y a pas aussi un peu de peur? Parce que quand on sait qu'on fait quelque chose d'une certaine manière et qu'on a toujours réussi, de se dire zut, la pompe, la poire, elle va pas me plaire et je vais rater mon opération parce que bah on a quand même des vies humaines entre les mains. La chose la plus dangereuse en médecine et en chirurgie en particulier, c'est dire ouais, mais on a toujours fait comme ça. Et puis après, on se bloque de tout. Je vous donne un exemple. Il y a 30 ans, les patients, justement, je prends l'opération de la vésicule ou l'appendicite. Les patients, ils restaient une semaine à l'hôpital, ils n'avaient pas le droit de boire, pas le droit de manger. Aujourd'hui, les appendicites, c'est en ambulatoire. On vous fait l'appendicite, je sais pas, vers midi, à 6 heures du soir, vous rentrez à la maison. Si on vous fait l'opération à 23 heures, on n'est pas des sauvages, vous rentrerez le lendemain matin. Vous pouvez boire et manger tout de suite. Aujourd'hui, avant une opération, vous pouvez boire jusqu'à 2 heures avant l'opération, alors qu'avant, il y avait ce sacro-saint, il faut être à jeun, il ne faut pas boire, il ne faut pas manger, il ne faut rien faire. C'est fini tout ça. Et si on a juste dit oui, mais on a toujours fait comme ça, mais ça marchait, ben, on n'en sortirait pas. Je vous donne un dernier exemple rigolo, c'est quand j'ai commencé la chirurgie à Bâle, il y avait un chirurgien fantastique qui faisait de la chirurgie du côlon et du rectum. Les pauvres patients, après une opération, ils restaient 6 jours au lit et ils avaient 7 drains, 7. Hein, et j'ai dû encore réfléchir pour savoir où est-ce qu'on peut mettre 7 drains dans un ventre, mais il y arrivait, je me souviens où on les met. Aujourd'hui, la chirurgie du côlon, les patients ont 0 drain, et puis ils boivent immédiatement quand ils sont réveillés, ils mangent le jour de l'opération, puis ils rentrent à la maison le lendemain. Et donc, voyez, c'est juste, et ça, c'est en 30 ans. Et si on avait toujours dit oui, mais ça marche bien, il ne faut pas qu'on change, oui, ça marchait bien, mais c'est encore mieux maintenant. Donc il faut avoir aussi cette ouverture d'esprit pour essayer des nouvelles stratégies. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait du n'importe quoi, mais on sait qu'on peut le faire et puis développer des nouvelles stratégies vers le mieux. Benoît, du coup, vous développez la partie qui pourrait, si je t'oblige décider, être totalement fermée, ininteropérable, parce que finalement, vous devez développer des contrôleurs, des connecteurs pour que tout le monde puisse se coordonner. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que, par exemple, si François veut brancher sa pince, ça va être facile, il y a 3 pins, on les connaît. Si Sylvain veut faire un logiciel, il a une API, et puis boum, il se connecte, et puis il peut faire quelque chose, ou c'est ultra compliqué? C'est des choses sur lesquelles on travaille en permanence, de savoir juger voilà, quels sont les besoins du marché et comment on peut adresser ces besoins-là. Notre objectif, c'est d'avoir une plateforme, le plus possible, une plateforme qui adresse le maximum de besoins. Donc c'est là où ça rentre dans la complexité, où entre les besoins de quelqu'un qui veut faire de l'aptique, des besoins de quelqu'un qui veut faire complètement autre chose, ça peut être vraiment différent. Donc après, c'est là tout le travail de trouver les bons compromis. Mais clairement, oui, l'idée, c'est que quelqu'un qui prend un robot Stobli puisse le programmer assez facilement, rapidement, qu'il puisse aussi aller, parce que il y a la différence entre j'arrive à intégrer rapidement quelque chose et j'arrive à pousser la machine dans ses retranchements pour atteindre des performances vraiment très, très poussées, quoi. Donc là, c'est quelque chose qu'on a discuté avec mon collègue. C'est justement voilà, d'arriver dans des performances avancées, et ben, il faut commencer à rentrer, à mettre les mains dedans, etc. Et donc là, il y a forcément un moment où ça devient complexe. Mais après, c'est aussi des machines qui ne sont pas faites pour une fois, elles sont faites... voilà, il y a un gros investissement au départ, mais après, la machine, elle est reproduite pour adresser plusieurs hôpitaux. Donc c'est un investissement aussi qui peut être fait. Mais clairement, voilà, dans nos activités, ce besoin d'être facilement utilisable, ça fait partie d'un gros challenge. Après, c'est vrai que c'est souvent plus politique que technique, parce que vous pourriez laisser les 4 fils ouverts et puis... parfois, c'est plus politique de se dire est-ce que, en gros, on donne la notice de notre bras et puis n'importe qui peut s'interfacer, ou est-ce qu'on garde des droits pour faire nos propres outils? Et on voit ça quand on voit que HP développe parfois un câble unique pour son écran. On se dit les connecteurs, c'est un problème plutôt politique que technique, non? Ouais, sur les connecteurs. Après, sur la robotique, c'est un objet très très complexe. On a des choses vraiment, quand on regarde le détail de comment c'est fait, il y a beaucoup de complexité. Donc après, de commencer à dire on ouvre tout ça, le client va aussi s'arracher les cheveux selon son expertise pour arriver à le faire fonctionner. Et derrière, ça va nous demander aussi énormément d'accompagnement si quelqu'un commence à vouloir attaquer au cul du moteur pour le contrôle du robot. Donc il y a une expertise qu'on a et qui vaut le coup d'être proposée en tant que telle.
Et après, à nous de trouver les bons niveaux d'interface, les bonnes interfaces pour que quelqu'un qui veuille faire son application, il ait toutes les cartes en main pour le faire, simplement. Et voilà. Vous, du coup, Oui, il y a la question, François je rebondis sur il y a la question de maîtrise aussi de ce qu'on fait. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à utiliser notre robot d'une façon complètement différente et commence à le solliciter de manière brusque, par exemple, sur les moteurs, nous, notre mécanique, elle est qualifiée pour une certaine utilisation. Donc après, voilà, la notion après de qu'est-ce qui se passe si l'intégrateur il fait n'importe quoi avec le robot en termes de garantie. Donc voilà, c'est là où il faut trouver les bons, voilà, les bonnes frontières pour que ça se passe bien à la fin. Oui, Sylvain, vous me disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas plus simple que de casser un robot, c'est ça? Les robots justement qui ont des interfaces dont on peut accéder très bas niveau, pour nous c'est très important, c'est très intéressant pour la recherche, mais ça veut aussi dire que si on fait des bêtises avec, ben, en effet on peut casser plus facilement un robot quand on a accès à cette interface très bas niveau que si on n'a que accès à une interface haut niveau qui sera contrôlée typiquement par le fabricant qui va vérifier que tout soit bien fait comme il faut lorsqu'on envoie les commandes au moteur. Donc François, vous trouvez que vous arrivez bien à vous Alors, connecter? Non, nous, on essaye de toujours pousser souvent les limites. Donc, par exemple, on embête beaucoup, je t'oublie avec ça, et il faut voir que eux, ils ont des milliers de robots installés dans le monde entier. Donc, eux doivent faire très attention quand on veut ouvrir accès à des commandes, dans la mesure où, si on leur demande d'implémenter quelque chose, ils vont devoir potentiellement le généraliser pour tout le robot. Ils vont freiner certains aspects. Donc, il y a un moment donné où vous devez faire des choix. Des fois, il vaut mieux partir sur la feuille blanche et on va pas peut-être traîner un héritage qui date, parce que la robotique, il y a des choses qui ont été codées dans les années 80. On va retrouver trace encore aujourd'hui dans des lignes de code. Alors, on n'en est pas à des cartes perforées, mais on va traîner son passé. Et des fois, il vaut mieux se dire, ben maintenant, on part sur la feuille blanche, on prend toute l'expérience et on va choisir les meilleurs algorithmes, mais on va les réimplémenter au goût du jour. Mais c'est des fois des travaux de longue haleine. Mais après, il y a aussi l'aspect économique. Et est-ce qu'on ouvre ou pas? Et les robots aujourd'hui, les robots chirurgicaux, un robot médical, le robot lui-même coûte très cher. Donc, comment est-ce que vous allez amortir cela? Eh bien, ça sera via les instruments. Donc, vous allez vendre des instruments. Des fois, vous allez même presque offrir le robot. Donc, vous devez penser à ces modèles. C'est un peu comme les modèles des imprimantes. Et alors, vous n'allez pas forcément après ouvrir votre robot à supporter d'autres instruments. Même si vous avez des gens qui vont développer des nouveaux outils, vous allez aussi avoir un composant économique là-dedans. Donc, c'est assez compliqué. Intuitif, par exemple, avait bloqué l'utilisation des instruments à 10 utilisations. Alors, vous sortez l'instrument, ça vous vaut pour une utilisation. Si vous faites une fois comme ça, ils estimaient que c'était déjà une fois utilisé. Ah oui, c'est pour la sécurité. Mon œil. Mais 10 mouvements autorisés? Non, 10 opérations. Donc, vous pouvez restériliser l'appareil parce que, comme vous l'avez dit, ça coûte très cher. Ben, c'est comme vous avez les petits rasoirs, là. C'est les lames qui coûtent cher. Là, le manche, on vous l'offre. Les machines à café, etc., etc. Il y a X exemples comme ça. Et ben, les robots, c'était la même chose. Donc, Intuitive avait ses bras. Et puis, on pouvait les utiliser 10 fois, point barre. Et puis même s'ils avaient à peine été utilisés chaque fois, il fallait quand même les jeter. Donc là, ils ont un tout petit peu assoupli, mais peut-être vous savez mieux que moi. Je crois que c'est 12 maintenant. Enfin voilà, mais on reste dans la marge. Hein, voilà. Tout ça, ça pose la question clé compliquée à défricher, mais de la réglementation, parce que Monsieur Gate va développer un bras, Monsieur Conti va développer un capteur, on va avoir un moteur de Maxon, on va avoir un logiciel de l'IDIAP, et vous, en tant que médecin, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, c'est votre responsabilité, et morale et pas que économique, évidemment. Comment ça se passe au niveau de tout ça, de la certification? La FDA va demander à chacun de donner un dossier. C'est l'intégrateur, c'est qui? Je vais peut-être répondre là-dessus, ouais, en première réponse. Donc là, on a cité voilà, des différents composants. Après, pour faire un dispositif médical, il faut avoir une application. Pour avoir un marquage, par exemple, en Europe, c'est le marquage CE. Il faut avoir un traitement, il faut savoir parler de bénéfices-risques, il faut avoir vraiment toute l'application. Donc c'est ces personnes-là qui vont faire cette application, qui vont acheter un robot Stobli, qui vont acheter un Aptic Force Dimension, qui vont avoir cette responsabilité
de construire tout le dossier et de s'assurer que, par des essais cliniques, par des essais amont, etc., que tout est sous contrôle, que l'analyse de risque est à un niveau correct, avant de pouvoir mettre sur le marché le robot. Et là, il y a des organismes de certification qui sont différents aux US, en Chine et en Europe, qui vont aussi venir mettre un tampon après avoir fait certains tests, certaines analyses, pour faire en sorte que ce système-là soit utilisable en toute sécurité. Mais ça, je le comprends quand on parle d'un robot d'intuitif qui, du coup, intègre tout. Mais vous, vu que vous vous arrêtez à un moment, qui va faire ce rôle de... C'est là où il manque quelqu'un dans la table ronde. Il manque quelqu'un, un intégrateur comme la société MedTech qui a décidé d'acheter un robot Stobli et qui a fait une intégration autour. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Intuitive, ils ont tout fait, mais il y a beaucoup de sociétés qui achètent un robot chez nous, chez nos concurrents, et qui construisent autour de ça. Donc c'est ces personnes-là qui sont en charge de tout ça. Et donc là, malheureusement, on n'en a pas aujourd'hui, mais... Oui, tout à fait. Du coup, François, Olivier ou Sylvain, vous devez certifier vos parties. Vous devez donner des gros dossiers à la FDA. Alors, d'abord, il y a déjà une analyse de risque qui va être réalisée. Donc, on va techniquement prendre l'appareil et on va regarder, imaginer tous les problèmes, tout ce qui pourrait tomber en panne sur ce système. Et on va prendre chaque élément et on va se dire qu'est-ce qui se passe. Voilà. Si j'ai un bras qui tombe, j'ai un capteur qui tombe en panne, comment est-ce que je vais le détecter? Comment est-ce que je vais anticiper le problème? Et ça vous donne des gros rapports. Et vous allez des fois revoir même la conception de l'appareil. Vous allez dire là, clairement, je n'arrive pas à attraper ce coup-là. Il va falloir que j'ajoute un capteur, je mette une redondance à mon système. Et on va les implémenter comme ça. Après, une fois que je dirais que ce qu'on appelle la conception est réalisée et stable, encore faut-il les fabriquer. Donc il y a maintenant la fabrication, tout le contrôle qualité qui vient dans la fabrication. Mais ça aujourd'hui, il y a des mécanismes pour ça. On pense des fois en robot chirurgie, on se dit mais qu'est-ce qui pourrait arriver? Mais on ne pense pas que tous les jours, on prend une voiture et tout ce qui pourrait lâcher sur une voiture. La roue qui part, la direction qui se démonte, c'est une horreur. Mais on a les mécanismes en place pour le faire. Et sur un robot, sur un avion, c'est pareil. Olivier, du coup? Oui, nous, au niveau composants, il y a des normes de certification qu'on doit remplir. On parlait d'automobile, on a des normes automobiles, des normes médicales. C'est la ISO 13485 et on est certifié pour ça. C'est-à-dire qu'on doit avoir tous les processus industriels en interne qui remplissent cette norme et on est audité régulièrement et on doit la remplir. On a des lignes de production spécifiques pour le médical qui sont séparées des autres lignes de production. Sylvain, du coup? Pour nous, donc pour les aspects recherche, donc de notre côté, c'est souvent des projets qui font appel à des appels à projets. C'est des projets qui vont durer à peu près 4-5 ans, très souvent collaboratifs. Et lors de ces projets, il y a en général plusieurs partenaires qui sont académiques ou instituts de recherche, et d'autres partenaires qui sont là plutôt comme intégrateurs, peut-être intégrateur futur, ou du moins un partenaire qui fera le transfert de technologie si le projet a des résultats escomptés qui peuvent ensuite être commercialisés. Donc en général, ce n'est pas quelque chose qu'on regarde sur cette durée de projet de recherche, mais c'est plutôt qu'on identifie les partenaires qui vont le faire par la suite si le projet est un succès. Parfait. Du coup, on va boucler la boucle. Professeur Desmartines, vous êtes à la fois le chirurgien, et on l'a bien compris, et merci aussi pour tous ces éclairages. C'était crucial que vous soyez là. Vous êtes aussi le payeur. Ça me faisait rire d'entendre Benoît ou François qui disait on l'offre, mais bon, 1 million, le Da Vinci, c'est peut-être offert pour un hôpital. Ah non, 2 millions. 2 millions, c'est offert à la taille d'hôpital. Vous, en tant que directeur du CHUV, comment est-ce que vous vous positionnez? Vous essayez de pousser les achats, de pousser les chirurgiens de l'utiliser. Comment est-ce que vous voyez l'aspect médico-économique de tout ça? Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure, la robotique, elle est là pour durer, pour se développer. On va l'utiliser de plus en plus, que ce soit en neurochirurgie, en orthopédie, avec vos appareils à vous, que ce soit dans la chirurgie du ventre, du thorax, probablement du cœur et dans d'autres indications. Donc, ça va continuer à se développer. J'attends que les coûts diminuent. On a un autre problème en médecine qui date maintenant depuis le Covid et la guerre en Ukraine, c'est les pénuries. Et donc, si on est lié à un seul fournisseur, là, on peut avoir des problèmes. Et donc, on doit essayer d'avoir toujours au moins 2 fournisseurs pour avoir un produit alternatif. Maintenant, si on est sur des robots à 1,8 million pièces, plus le matériel qui coûte très cher, ça devient compliqué d'avoir deux fournisseurs différents. Donc ça, c'est une limitation pour ce type de chirurgie. Mais la chirurgie va utiliser la robotique de plus en plus.
les hôpitaux ont de plus en plus tendance à vouloir acheter plusieurs robots, des robots plus simples et moins chers, comme celui que j'ai mentionné, qui est hybride entre la laparoscopie et la robotique, vont continuer à se développer. Là, c'est d'ailleurs un développement d'une start-up suisse qui s'appelle Dexterity. Et donc ça, c'est quelque chose qui a de l'avenir parce que ça sera aussi accessible à des hôpitaux de plus petite taille et qui ont de moins grands moyens financiers que les plus gros hôpitaux qui peuvent se permettre d'acheter beaucoup de robots chers. Et aujourd'hui, vous avez un ROI qui est correct sur un robot comme ça, ou vous êtes plutôt dans la prospective de vous dire on doit aller dans cette direction et on avance et demain on sera rentable, entre guillemets? Alors, les pompiers, c'est pas rentable, donc les hôpitaux devraient être rentables, mais ça fonctionne pas comme ça non plus. J'ai l'habitude de dire que les hôpitaux universitaires, c'est un peu les pompiers de la santé. Et donc ça, cet aspect de rentabilité, on doit être couvrant pour un certain nombre de choses, mais on doit aussi comprendre que la chirurgie de base dans un hôpital comme les HUG ou le CHUV coûte plus cher que dans un hôpital où le vendredi soir ou lundi matin, c'est beaucoup plus calme, parce qu'on ne peut pas attendre d'eux qu'ils aient l'ensemble des prestations 24 heures sur 24. Donc cette différence financière, elle est importante quand vous mentionnez la rentabilité. Ceci dit, on doit aussi voir les avantages pour les patients. Je prendrai juste un exemple dans ma spécialité qui était la chirurgie du foie. Il y a 20 ans, quand vous aviez des métastases hépatiques, vous en aviez pour quelques mois. Aujourd'hui, quand vous avez des métastases hépatiques avec des traitements multidisciplinaires incluant la chirurgie, idéalement robotique aujourd'hui, vous avez des survies de plusieurs dizaines d'années avec une bonne qualité de vie. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une évolution des stratégies de traitement qui comprennent toutes les spécialités, l'oncologie médicale, la radiologie, la chirurgie, et puis on a une évolution technologique que ces messieurs représentent, et c'est, si vous voulez, l'association de toutes ces évolutions technologiques qui font que la qualité de vie et la survie des patients devient de meilleur en meilleur chaque année. Et donc ça va continuer dans un traitement multidisciplinaire, mais on n'arrivera pas à démontrer par A plus B, parce que c'est compliqué, un avantage scientifique déterminant dans la robotique. On sait qu'elle est plus précise, on sait qu'elle est plus agréable pour les patients, on sait que, notamment dans vos cas, c'est plus rapide, il y a des gains de temps, donc c'est des gains de productivité, puisque vous avez utilisé ce mot en termes de salle d'opération, donc c'est multifactoriel et difficile d'analyser précisément. Mais ça va continuer et ça doit continuer, on va s'engager pour. À la fin, il ne faut pas oublier, ça doit bénéficier aux patients. Les patients. Oui, on va le faire. Et juste un dernier point, comme ça après on termine dessus. Vous avez 4 ingénieurs de la chaîne de valeur. Qu'est-ce que vous voulez c'est quoi votre rêve de voir de vos yeux vus le truc qui vous manque? Bon, ben, écoutez, maintenant, il y a plein de choses qui manquent, mais il faut qu'ils continuent dans la stratégie où ils en sont. La miniaturisation est importante, la fiabilité est importante, la facilité d'utilisation est importante, et puis les développements vont se poursuivre avec l'amélioration de la vision, avec la miniaturisation, vous l'avez mentionné, et tous ces éléments. Il y a une évolution ces 30 dernières années. L'industrie spatiale a été mentionnée, a certainement joué un rôle là-dedans aussi, et il faut que la médecine puisse en bénéficier. Donc ça va continuer. Une bonne collaboration entre les médecins et les ingénieurs est indispensable. On a de la chance à Lausanne, on a l'EPFL, ici à le campus biotech. Donc ces synergies entre médecins et ingénieurs continuent à se développer. Parfait. Merci beaucoup. On va faire la partie de questions après parce que j'ai eu des recommandations très claires de votre assistante qui vous a programmé, je crois, un retour. Que je dois partir. Donc du coup, mais par contre, on peut encore interagir avec les différents intervenants juste après. Merci beaucoup. Et puis merci à tous les orateurs de nous soigner, nous, en tant que patients. Et puis bonne suite de salon à chacun.